Tant qu'on n'aura pas compris ça, toute solution, elle est parcellaire, court-termiste, ponctuelle. Je dirais même que c'est un l'air d'imagogie. On n'y arrivera pas. Mais tant qu'on n'aura pas commencé, ne serait-ce que des petites réformes au niveau de la religion, au niveau de l'éducation, au niveau de la politique. Si nous importons les partis politiques, si nous importons la société civile, si nous importons les systèmes éducatifs où on bloque les auteurs, compagnie, etc., et si nous importons la religion où on nous dit monothéiste, etc., et ça c'est notre Dieu, non? À ce moment-là, on va rester pleuré. Quand vous parlez du système politique, qu'est-ce que vous avez contre le système politique? Non, mais on a tenté. Tel que calqué sur le modèle occidental. Mais calqué sur le modèle occidental parce que c'est l'Occident. Et qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Mais écoute, le clivage politique... Le régime politique, parce que les partis politiques sont différents entre eux à cause de leurs idéologies. Or, quand vous allez dans une de nos assemblées provinciales ou nationales, vous ne trouvez pas les idéologies. Vous trouvez le clivage des hommes. C'est que ce n'est pas pour nous. Donc, lorsque vous parlez du modèle importé, vous êtes contre la démocratie. Je suis contre la démocratie, il faut l'abandonner. Il faut rechercher un arrangement institutionnel qui nous permette véritablement de photographier un système que nous devons scientifiser, moderniser, théoriser. Et que nos thèses doctorales, aujourd'hui, rivalisent les thèses occidentales. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de copiologie, de compilation, de mémorisation, dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Il nous faut sortir de l'adolescence retardée, nous assumer comme capables de photographier, de cartographier, de faire la radiologie de notre société. Si vous êtes contre la démocratie, quel est le modèle qui vous semble le mieux adapté à nos réalités que vous proposez? Mais allez au village. Au village, comment vous trouvez? Les gens ont tendance à dire, mais écoute, si on fait comme au village, une seule personne va rester au pouvoir. Mais c'est ça justement notre culture. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place, au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Incélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus.
Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux écoles, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine de jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Incélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Metoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Le Congo et son passé, le Congo et son histoire, il y a lieu de se connecter à la source de toutes choses pour retracer ou redéfinir l'avenir. Mesdames et messieurs, nous sommes très contents de vous retrouver et bienvenue. Et si vous nous suivez maintenant, vous tombez au bon moment. Et nous avons bon espoir que vous aurez passé un excellent moment de télé. Des sujets qui seront évoqués, on parlera de beaucoup de choses, certainement. La vision panafricaine sera au cœur de l'échange avec Norbert Yamba qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Et puis on parlera de cette question capitale qui divise la décentralisation et comment limiter de façon efficace les crises persistantes au niveau des entités décentralisées. On en parle avec Norbert Yamba. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup Gédéon pour l'invitation. Ça fait un long moment que vous nous avez manqué, vous revoilà. La santé? La santé, oui, ça va. Ça va maintenant. Nous avons le caractère d'un lion. Et les lions n'abandonnent jamais. Donc, il faut savoir se battre. Des moments, regarder comme un requin. Et rebondir à tout moment. Voilà. Je suis là juste pour qu'on parle de la République. La République, oui. La République passe avant toute chose. La République avant les hommes et les individus, parce que c'est les biens qui nous est communs. Tout à fait. Et si on ne prend pas les choses au sérieux, si on n'essaie pas de photographier réellement la situation, on risque d'être surpris. D'autres personnes pourraient planifier la mort de la République. Il faut qu'il y ait des esprits vifs, des hommes et des femmes qui savent voyager dans les temps, 50 ans, 100 ans, qui reviennent et qui embarquent pour montrer, tenir la torche pour envie d'éclairer l'avenir. Ça, c'est la responsabilité que nous sommes assignés pour que finalement, nous puissions tous partager une vision qui permet de sauver, la République. Est-ce que ce que nous sommes, nous le sommes par notre volonté ou par seuls les autres? Nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Nous sommes ce que les autres auraient voulu que nous le soyons. C'est que nous sommes des aliénés, des personnes manipulées, des personnes sans socle, sans enracinement, sans particularisme. Et voilà, donc les autres, nous sont en train de nous guider. Et ils nous amènent même vers la mort. Vous savez, quelqu'un disait, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, il y a des risques d'avoir des résultats que l'on ne connaît pas. Parce qu'on apprête n'importe quel chemin pour arriver là où on est. La crainte aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'étoiles lumineuses dans notre pays. Il y a trop de diplômés et
des hommes et des femmes éclairés qui permettent véritablement de tenir la boussole et de ramener tout un peuple vers son destin. Donc, ce débat-là, il est important et c'est un débat qui s'éloigne véritablement du débat politique dans notre pays. Parce que lorsqu'on est à la télé, à la radio, et même dans les réseaux sociaux, etc., on est un peu plus dans des choses qui font rire, qui font danser, qui sont préoccupés par une sorte de sensationnel toxique, etc. Mais on a oublié que le pays fonctionne de manière technique et la politique elle-même devra être technique. Et si l'on oublie la technique, or la technique ne se négocie pas et donc la disparition est impossible. Vous dites si bien que nous sommes ce que nous ne devions pas être ou ce que les autres auraient voulu que nous soyons. Est-ce cette perception n'échoue pas lorsqu'il faut essayer de voir comment l'Afrique est construite aujourd'hui? Est-ce que nous ne sommes pas par notre propre faute ou par notre propre vouloir? Parce que, par exemple, lorsqu'on parle de l'économie, quel est le modèle économique que nous avons? Quel est le modèle même du système éducatif que nous avons? Ailleurs, sous d'autres cieux, ce sont des penseurs, des gens qui ont révolutionné un peu la vie publique, la société. Mais ici, le bibliothèque, parce que Amadou Hampâté l'a dit avec beaucoup de pertinence qu'en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui se consume. Est-ce que c'est ce modèle-là de pensée qui nous a un peu préjudiciés? Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, Gédéon, lorsque vous voyez l'Europe, depuis plusieurs années que l'Europe a connu une élite exceptionnelle. Quand vous avez par exemple des gens comme Voltaire, comme Victor Hugo, comme Spinoza, Archimède, on ne cité que cela, ça date des siècles. Mais leurs idées continuent naturellement à être explorées. Mais nous avons été combattus par ceux qui aujourd'hui ont imposé une civilisation dite universelle. Et ce sont véritablement les Occidentaux qui ont profité des 3 instruments toxiques qui font qu'aujourd'hui nous soyons comme des bébés sous biberon. Le premier instrument, c'est la religion. C'est tellement que dans beaucoup de cieux, la religion a existé, mais la religion est une création humaine. Quand on vous parle catholique, la religion catholique, il y a une date de création. Protestants, musulmans, etc. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui se mettent ensemble et qui visiblement se disent, voilà, nous devons croire à quelque chose. Et lorsque vous suivez Spinoza, la religion qui était donc le soubassement, le socle d'une certaine croyance, encore que la croyance bloque le raisonnement, et donc cette religion a évolué au fil du temps pour devenir véritablement un instrument de domination, un instrument de manipulation, etc., de manière que, bon, finalement, on puisse avoir un droit d'accès aux richesses des autres. Les autres, j'entends, par des personnes dominées. Et donc, la religion est à la base de beaucoup. Vous avez les systèmes éducatifs. Vous avez dit que il n'y a pas de bibliothèque. Quelle bibliothèque? Pour avoir quel type de livre? La plupart des livres que nous avons ont été conçus à l'occidental. Tous ces livres montrent très clairement que voilà,
celle de la civilisation occidentale doit être imposée partout à travers le monde. Et pourtant, chaque peuple a son particularisme. On dit, un arbre sans racines se dessèche. Un arbre pour grandir doit avoir des racines. Quelqu'un disait que même un arbre, fut-il un baobab, sans racines, il tombe. Il tombe. Et donc, nous n'avons pas de racines. On nous amène des enseignements importés. Ils n'ont aucune cohérence mathématique avec ce que nous représentons en termes d'héritage traditionnel. Et ces dysfonctionnements, cette incohérence, cette inadéquation créent ce qu'on appelle le court-circuit. Et donc, nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas où est-ce que nous en sommes, nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Qu'est-ce qui nous a manqué depuis 2 années? Est-ce l'intelligence stratégique? Est-ce le problème de planification? Est-ce un problème de vision à imposer? Parce que vous dites les valeurs, les Africains en ont fait preuve par le passé. L'intelligence, oui, on a des gens intelligents ici chez nous, des loin supérieurs à ce que nous présente l'Occident. Mais pourquoi l'Afrique est toujours à genoux? Il a existé des hommes intelligents chez nous. Lorsque vous regardez l'Égypte antique, noire de charbon, il y a eu des hommes intelligents comme Imhotep, qui était un grand savant, médecin, inventaire de la médecine. Nous avons des hommes intelligents comme Yamesso, inventaire des mathématiques. Les gens comme Thalès, qui sont les premiers intellectuels avec Pythagore, les premiers intellectuels de l'Europe, sont venus apprendre en Afrique. Mais il fallait attendre un temps où cela s'est desséché. Et puis bon, cette génération a disparu. Et puis finalement, l'Afrique a été combattue jusqu'à ce que finalement, il y a eu des migrations au point où nous nous sommes retrouvés ici. Donc, le système d'enseignement que nous avons, ce n'est pas un système qui prend en charge nos héritages traditionnels. Parce qu'en réalité, le système d'enseignement doit être le prolongement des valeurs des hommes et des femmes qui habitent dans un milieu. Et donc, nous, on nous demande d'accueillir des valeurs qui n'ont aucune relation avec nos valeurs traditionnelles. Et donc, il y a court-circuit, il y a rupture. Et donc, nous n'avons pas le secret de ces enseignements que nous avons, si ce n'est que de mémoriser ces enseignements-là. Et donc, l'intellectuel devient le fait d'avoir autant de diplômes, d'avoir bien mémorisé, d'avoir fait la compilation, etc. Mais inventer quelque chose qui relève du génie, ce qu'on appelle la spiritualité authentique, eh bien, ce n'est plus le cas. J'ai toujours pris l'exemple d'un médecin. En médecine traditionnelle, lorsqu'on est chez nous, il y a une maladie qui surgit au village. Tous ces gens qui ont été informés, qui ont été initiés par rapport à la question, vont en forêt, ils chantent, ils font des incantations, on leur montre les plantes qui peuvent guérir la maladie. Ils retirent et ils viennent expérimenter. Et donc, il y a guérison. Mais nos médecins, fut-il docteur de thèse, ils bloquent ce que l'Occident a mené. Lorsqu'il aura fini à bloquer, s'il y a quelque chose qui n'est pas en concordance naturellement avec ce qu'il aura bloqué, il est bloqué. Il ne peut rien faire. C'est cela. Et donc, parce qu'il n'y a pas compatibilité par rapport à notre génie, il n'y a pas compatibilité par rapport à nos héritages traditionnels. Et cela nous a beaucoup, j'allais dire, fragilisé au point où les compatriotes qui avaient presque la même civilisation que nous, la Chine, 4000 ans de civilisation, nous avons vécu 35 siècles avant l'ère chrétienne. Nous étions plus puissants sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan militaire, etc. Nous avons oublié la Chine a reconstruit cette dynamique de reconquête de ces valeurs traditionnelles. Est-ce qu'à ce qui nous concerne, est-il possible de rattraper ces retards? Si oui, sur quel pilier
de nous bâtir Oui, notre société? il est possible, c'est pourquoi on commence à parler de ces questions, parce que ces questions-là, vous avez vu, c'était des chefs traditionnels qui en parlaient, mais alors avec réserve. Pourquoi? Parce que il y a un surveillant devant la porte qui fait peur, c'est notamment la religion. Lorsque vous commencez à parler de ces choses, lorsque vous commencez à évoquer de mystique, les gens vont vous dire que vous irez, j'allais dire, à l'enfer. Et donc, les gens n'ont pas l'habitude d'en parler. Aujourd'hui, des grands intellectuels, en commençant par, n'est-ce pas, Cheikh Anta Diop, aujourd'hui de Kofi Gomez, Théophile Obenga ici à Brazzaville, etc. Ils sont devenus nombreux, les gens, à travers le monde. Yamba Yamba au Congo, pourquoi pas. Et donc, on est en train de parler de ces questions sans gêne, sans complexe. C'est que quelque part, nous avons fait un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Maintenant, il va rester la préoccupation générale, c'est pas des hommes politiques. Des hommes politiques qui arrivent au pouvoir, qui en fait doivent véritablement devenir des panafricanistes. Je dis maintenant, nous allons bâtir maintenant la société sur quel pilier, parce qu'il y a la transmission aussi des valeurs qui posent problème. L'ancienne génération s'en va, une nouvelle génération arrive et cherche à tout prix à s'imposer. Comment l'héritage culturel va-t-il se transmettre? Non, mais écoutez, on peut tout faire. Hein. Les valeurs peuvent disparaître, mais il y reste toujours une fondation. Au travers, le gardien des temples, quand vous êtes au village, vous avez des chefs coutumiers. Il y en a ceux qui sont devenus aventuriers, mais il y a aussi des gens qui sont en connexion, naturellement, avec les ancêtres qui sont dans les villages. Des ancêtres méritants. Vous avez également, dans la religion où nous avons été court-circuités, des églises autochtones, etc., qui, eux aussi, sont en connexion avec nos ancêtres. Vous avez ça parmi les politiques, parce que non seulement la religion, l'éducation, mais il y a aussi la politique. Parce que nous sommes en train de copier la politique occidentale que nous estimons être un idéal civilisationnel. Et donc, parmi les politiques, il y en a ceux qui sont véritablement des panafricanistes et qui pensent que les valeurs africaines ont un soubassement, ont un socle, et que ces valeurs africaines doivent véritablement aider pour le rebondissement, n'est-ce pas, de la performance africaine. Donc, à différents niveaux d'atterrissage, il va falloir qu'il y ait des hommes d'excellence parmi les religieux, pas des religieux pour dire qu'il y avait quelqu'un qui est né, ne sais pas quel endroit, etc., et qu'il est lui seul resté l'envoyé de Dieu. Pourtant, nous avons connu une société où il y a eu des hommes religieux, bien entendu, mais qui font que, bon, voilà, ils ont reçu la manifestation des dieux et ils se sont exprimés dans notre société, encore qu'il faut capitaliser cela pour que nous puissions avancer. Sur le plan politique, nous avons connu également des génies politiques. Pas beaucoup d'études, mais ils ont démontré qu'ils avaient un savoir immense et ils avaient la capacité, même le caractère pour faire passer leur message, compagnie, etc. Et donc, ces gens-là doivent être commémorés, remis en selle, etc. Moutantisme, même pour l'éducation, encore que, bon, au lieu d'avoir des bibliothèques où on trouve Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, etc., c'est pas un problème, on peut apprendre des choses exogènes, ça c'est évident, mais les soubassements, où sont nos victoires? Comment nous avons vécu? Qu'est-ce qui a fait que nous ayons l'homme le plus riche en Afrique, Moussa Nkaka? Et voilà, jusqu'aujourd'hui. Et c'était ça c'est là que résidait ma question que j'allais vous poser. Vous parlez vous êtes défenseur de la vision panafricaine. Oui. Alors, le Congolais aimerait savoir quels sont les faits d'armes de ce que représente ce que vous dites sur ce plateau, la vision panafricaine. Les hauts faits sont lesquels? Parce que lorsqu'on regarde sur ces entrefaites, c'est que l'Occident propose en termes d'ingénierie, en termes de technologie, d'innovation,
c'est bien loin de valeur et de l'intelligence que nous avons ici sur le continent. Mais voilà, donc le problème GDO, et c'est ça le plus important, on a tendance à croire que nous ne pouvons pas faire comme fait l'Occident et que... Parce que nous n'avons jamais fait. Non, nous avons déjà fait. Oui, c'est comme ça que je pose la question, savoir quels sont les hauts faits. Les hauts faits, mais il faut d'abord déboulonner le système qui nous a infantilisés. Le système qui nous a, j'allais dire, afin que nous soyons des adolescents retardés. Mais avant que cela ne vienne, qu'est-ce que nous avons pu faire dans notre environnement, dans notre société? Quel est le bon de développement que nous avons pu avoir? Regardez la technologie, par exemple, des pyramides en Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais compris qui ont fabriqué ça. Mais ce sont des Noirs. Mais les pyramides dont vous parlez, mais qu'est-ce que ça représente dans le vécu quotidien? Oui, mais c'est pourquoi, lorsqu'on restaure ces héritages traditionnels, on va découvrir le secret et on va scientifiser ce secret, on va les moderniser et on va les théoriser. La tendance générale, c'est de dire, mais écoute, qu'est-ce que ça nous a donné? Attention. Avant le 19e siècle, il n'y avait pas d'industrialisation en Occident. Mais il fallait une découverte. Et la découverte, elle est scientifique. Et ce qui est scientifique relève de l'ingénierie. Il faut qu'il y ait des génies. Mais le génie, ça s'acquiert. Quelqu'un qui dit, je suis par exemple à la Chopo, chez les Topoké, il y a un produit qu'on peut utiliser qui puisse justement, quand on inocule dans les yeux, tu peux voir même à 2000 km. Ah bon? Et alors maintenant, on y met de la science. Et on essaye de transformer ce produit en un produit commercial. Les Occidentaux, ils vont faire... Est-ce que c'est pas c'est pas à ce niveau-là qu'on a échoué? On a l'impression d'être resté dans la métaphysique, alors que sous d'autres cieux, on a donné du concret. Ils ont donné du concret à leur théorie. C'est pourquoi nous sommes en train de réfléchir, non? Je vous ai dit que les héritages traditionnels ne vont pas rester à l'état d'animalité zéro. Ces héritages doivent être identifiés, mais scientifisés, modernisés et théorisés. Le grand problème, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas arrivés encore au niveau où on identifie ces héritages et on essaie de scientifiser ça. Pourquoi? Quand vous allez scientifiser, c'est quelle science que vous allez appliquer? Celle que vous prenez ou celle des autres? La science, c'est la rationalisation et la systématisation. Regardez par exemple... Mais nous n'avons pas de modèles à ce niveau-là. Mais il faut construire. Nous, on en parle maintenant. Quand on avait commencé. N'est-ce pas, on avait annulé sa thèse doctorale à un moment donné, on ne voulait pas l'accepter, compagnie, etc. Il est venu en Afrique, il a installé un laboratoire. La technique de carbone 14. Il a fait une démonstration pour dire que l'homme noir a vécu avant toute autre race au monde. C'est déjà le début du commencement. Tu vois, je te dis que nos amis de la Topoké, ils ont une technologie où on peut voir en 2000, c'est pas la métaphysique, c'est une connaissance matérialisée qu'il faut scientifiser, y mettre de la rationalité, de la systématisation pour en faire un produit. Les Occidentaux, ils ont mis en place ce qu'on appelle satellite. Maintenant, il y a une usine qui fabrique des satellites. Les gens viennent acheter ces satellites. Et ces satellites, c'est dans toutes ces usines. Il y a la production, il y a la commercialisation. Et à chaque niveau d'atterrissage, on essaie d'engager les jeunes. Les hommes de science, on finance même des recherches dans les universités, compagnies, etc. Voilà. Est-ce qu'on a tout trouvé sur ces paris? Quand on sait qu'aussi en Afrique, pour un rien,
les gens sont capables de voir ou de chercher à détruire ce que vous faites. Oui, mais ce sont des choses que nous avons acquises pour lesquelles nous devons nous dresser contre toutes ces antivaleurs. Mais ce sont des douleurs à notre nature, hein? Ah non. À la nature de l'homme africain. Non. La nature peut être naturalisée. Et donc, c'est pas pour rien que nous sommes différents des animaux. Et même l'animal, lorsqu'on l'initie, etc., il se transforme. Nous ne sommes vraiment pas à l'état d'animalité zéro. Je prends par exemple la politique que l'Occident a opté pour la fabrication de paratonnerres. Chez nous, lorsque vous êtes dans les villages, j'ai vu à Chabunda quelqu'un qui était capable de donner un produit de foudre pour foudroyer par exemple tout un village ou toute une parcelle. Et il avait aussi la possibilité de donner le produit pour que chaque fois que la foudre arrive, on peut dévier. L'Occident, ils ont fabriqué le paratonnerre. Et il y a une usine, il y a des sociétés, etc., qui produisent pour le monde. Et combien d'argent on fait rentrer? Mais nous avons la technologie. Nous avons la technologie, cher Gédéon, mais nous ne pouvons pas faire ça simplement parce que la religion nous dit que tout ça, c'est satanique, c'est diabolique et compagnie, etc. Donc, on nous dit des choses qui n'ont jamais été expérimentées par nos ancêtres. Est-ce que n'ont-ils pas en partie raison? Bien entendu, non, je crois. Je donne par exemple, j'étais à Lubuntu, je partais à Walikale, Bukavu, et j'ai trouvé à Osio, dans un village, un guérisseur traditionnel célèbre faisait des interventions chirurgicales. Et il avait un couteau artisanal où il pouvait même opérer 200-300 personnes par jour. Ah bon? La particularité, c'est que chaque soir, il y a cicatrice et la personne rentre chez lui, la maladie terminée. Où a-t-il appris tout ça? Eh bien voilà, c'est la connaissance. Chez nous, nous sommes très sensibles par rapport à la connaissance et nous estimons que c'est le diable qui les dicte. Or, Dieu a donné la puissance en toute société de comprendre les enjeux de cette société, les réalités de cette société et de rechercher des solutions par rapport à ces réalités. Et donc, si il y a des gens comme nous qui sont censés avoir une connaissance, il faut savoir aussi exploiter cette connaissance-là. Le grand malheur, c'est que nous avons la religion devant la porte et tout de suite, on est identifié comme diabolique, satanique et compagnie, etc. Et on ne peut pas avancer. Est-ce que la religion n'a-t-elle pas fait mieux là où les valeurs traditionnelles ou mieux ancestrales ont échoué? La religion, je ne sais pas. Chez nous? Ouais. Comme où? La religion, là où elle s'est installée, elle a donné de l'emploi aux jeunes. La lumière, de façon au sens figuré. Vous savez qu'il y a un livre. L'électricité, il y a eu un certain développement qui a suivi. Vous n'avez qu'à le vérifier peut-être avec l'Église catholique, partout où elle essaie de s'installer. Oui. Et il y a eu quand même un certain progrès réalisé, contrairement à... C'est ce que vous appelez développement. Oui, le développement, c'est dès qu'il y a un progrès dans un domaine quelconque, on se dit que c'est un début de développement. Non, et c'est là un langage pour nous endormir. Nous devons franchir le cap pour nous dire qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, quelles sont les exigences d'aujourd'hui, les exigences de domaine, les exigences de la vie, quel devrait être le profil de l'élite intellectuelle, politique, sociale, pour notre société de manière que nous puissions changer. Ça, nous avons besoin de ces interrogations-là. Il me semble que le système éducatif lui-même pose problème. Je t'ai donné cet exemple-là de Osio vers Lubuntu. Et quand je rentre à Kisangani, je fais la conférence à l'université. Et je dis, chers médecins, chers pharmaciens, je souhaiterais que vous alliez à Osio vérifier la technologie qui permet à ces médecins guérisseurs d'utiliser le couteau artisanal et de faire des interventions chirurgicales
Et c'est cicatrisé le même jour et la maladie terminée. Mais qu'est-ce qu'on m'a dit? Oh non, c'est la sorcellerie, etc. Yamba, il ne faut pas croire à tout ça. Tu vois? Or, moi, je suis en train de plaider. D'abord, on identifie cela. Et puis de deux, on scientifise. Je vois les gens que vous plaidez en faveur de la religion, etc. Ils savent qui ont fabriqué l'avion, qui défie la loi des pesanteurs. Tout objet qui pèse tombe. Et d'avions de 50 tonnes, voilà, c'est que ça fait. Tu vois? Mais qui ont fait ça? Parce que dans leurs écoles, vous êtes à Harvard, vous êtes à Columbia, vous êtes à Oxford, etc. Il y a 3 composantes d'enseignement. La composante théorique, la composante pratique et la composante initiatique. La théorie, vous grimpez sur les idées des grands auteurs, etc. Vous en faites la pratique. Mais quand vous aurez fini la théorie et la pratique, et bien voilà, on vous pousse à l'initiation. Ça, c'est à l'aiguisage de la spiritualité. Et ce sont ces gens-là, c'est pourquoi vous avez dans toutes ces universités-là des écoles ésotériques. Vous avez des maçons, vous avez des rosicruciens, vous avez des tempéliers. Vous aussi, vous croyez en plusieurs divinités. Est-ce que chez les chrétiens, Dieu, ils sont monothéistes. Et quelle est la vision ou la conception que vous avez de l'être suprême? Vous croyez en un Dieu, vous croyez en plusieurs dieux, ou vous êtes aussi monothéiste comme le sont les chrétiens? Nous parlons de Dieu parce que c'est l'homme qui se fait représenter Dieu à son image. Ce n'est pas Dieu qui est représenté par... qui donne son image à l'homme. Non. L'homme croit que lui, l'image qu'il a, c'est que Dieu est comme lui. Non, ce n'est pas ça. Tout ce que nous pouvons voir, Spinoza l'explique très bien. La nature, c'est l'autre nom de Dieu. Tout ce qui existe dans la nature naturelle, c'est Dieu. Et Dieu, dans cette puissance globale, globalisante, a déterminé un certain nombre de règles, a déterminé un certain nombre de normes, de lois. Et lorsqu'on observe ces lois, écoute, on arrive véritablement à connaître le meilleur de soi-même. Sur cela, donc vous n'allez dire, non, il y a de la force de la nature qui s'exprime et qui se manifeste dans chaque entité. Vous avez l'Europe, vous avez l'Asie, vous avez l'Amérique, vous avez... Donc vous êtes polythéiste. Faites attention. Quand vous parlez polythéiste, c'est que vous croyez qu'il y a un Dieu là, dans les trônes, etc. Attention. Ça nous a beaucoup préjudiciés. Spinoza explique très clairement les choses. Que Dieu ne crée rien. Mais Dieu a donné la possibilité aux uns et aux autres de créer. De créer lorsque vous utilisez un certain nombre de règles. Comment pouvez-vous devenir un grand commerçant? L'homme crée ou transforme? Non, mais quand il peut transformer, ça c'est évident. Mais bon, chaque concept est polysémique, en fait. Tu comprends dans quel contexte j'ai parlé de cela? Peut-être les deux peuvent aller de pair, ça c'est évident. Mais mon problème, c'est que, au lieu d'entendre à quelqu'un, Barbie, qui se trouve quelque part, pour faire le travail à votre place, battez-vous. Battez-vous. Et c'est ça. C'est pourquoi, même dans la Bible, ce sont des Romains, hein, ils ont dit qui ne travaille pas ne mange pas. C'est très important. Vous croyez en la Bible? La Bible. Les gens qui ont mis en place la Bible, ils ont leur héritage qu'ils ont consigné dans cette Bible-là. Et il y a beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été prises en considération. C'est pourquoi il y a des apocryphes. Et la quantité de matières qui n'ont pas été insérées dans la Bible, c'est le supérieur à ce qui a été inséré dans la Bible qui est sélectionné en fonction de desiderata, n'est-ce pas, du Constantin le Grand.
qui véritablement l'empereur romain. C'est pas ça le débat, mais ce qui est vrai, c'est que tant qu'on aura entendu de quelque part, il y a quelqu'un qui va travailler pour nous, on attendra longtemps. Et c'est comme ça que l'Occident, bien qu'on nous ait dit que voilà, il y a Dieu ceci, Dieu cela, mais ils travaillent. Ils travaillent chaque jour, ils font de la science, etc. Nous, on est dans les formalités d'usage. Et ça, c'est un problème réel. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, que nous sommes capables de transformer notre environnement, nous sommes capables de changer notre situation, mais nous ne pouvons le faire que lorsque nous réhabilitons notre génie propre. Nous ne pouvons le faire que lorsque nous prenons, n'est-ce pas, la science comme socle. Voyez, nous ne pouvons le faire que lorsque nous mettons en route, n'est-ce pas, un système politique différent du système occidental. Et nous avons la preuve aujourd'hui que la Chine, qui à un moment donné a été l'une des puissances mondiales à l'époque, 4000 ans avant Jésus-Christ, etc., la Chine a été endommagée. C'est pas par l'envahissement de l'Occident et compagnie, etc. Mais lorsque elle a pris conscience, elle a fait une révolution culturelle, elle a fait une réconciliation avec les valeurs de ses ancêtres. Aujourd'hui, la Chine fait des merveilles. L'Occident n'arrive pas à comprendre. Est-ce que la compréhension de toutes ces choses et l'affirmation de notre identité panafricaine pour recouvrer notre dignité, même nous connecter à notre destin, est-ce la clé même aussi pour la restauration de la situation que nous vivons dans la partie Est? Est-ce que ça passe pas forcément par là? Non, mais la situation de l'Est, c'est une situation sécuritaire. Et nos ancêtres avaient des héritages sur le plan sécuritaire. Nos ancêtres avaient toute une politique pour vivre avec les voisins. Nos ancêtres avaient leur diplomatie. Et donc, il faut puiser dans les héritages traditionnels sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan relationnel, compagnie, etc. Et vous essayez de scientifiser pour en faire comme un chien de chasse qui vous en ramène le gibier dans les différents secteurs. Voilà, donc c'est là qui va véritablement nous permettre de bondir et rebondir. Mais bon, lorsque vous dites, est-ce que nos ancêtres... Non, ce n'est pas les ancêtres qui viennent travailler à votre place. Nous devons savoir comment vous expliquer. Et regardez, le Rwanda, le Burundi, le Congo-Kinshasa étaient ensemble. Hein. C'était un seul pays. Voyez, c'était un seul pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre. Mais l'histoire peut nous renseigner quelque chose. Le Congo-Kinshasa, le Rwanda, c'était un royaume. Le Burundi, royaume. Et le Congo, encore que le Congo, c'est la volonté du roi Léopold II, dans ses différentes délimitations, compagnie, etc. Alors, maintenant, si on se réfère, à un moment donné, nous avons vécu ensemble, à un moment donné, nos ancêtres ont eu des liens, il faut aller à Bukavu pour voir les Rwandais, les Chi, tous ces gens qui se trouvent dans l'équivalent de moyen général, etc. Et vous allez voir qu'à un moment, ils ont cohabité, ils ont vécu ensemble, etc. Alors aujourd'hui, pourquoi ne pas se ressourcer? Qu'est-ce qui doit être concrètement fait en nous inspirant de la vision panafricaine? C'est que nous devons refléter comme identité et force. Le contexte ne nous donne pas la possibilité de développer véritablement cette thèse, mais j'ai toujours pensé qu'on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont des pays qui changent d'adresse. Nous avons besoin, naturellement, que l'Afrique, qui a existé comme une confédération des royautés, où il y avait des royaumes, des empires et compagnie, etc. Or, la perspective en 2063, il va falloir que l'Afrique devienne un État fédéral, pourquoi pas. Regardez comment on est en train de s'entretuer. Regardez comment on est en train de se disputer nos ressources. Entre-temps, c'est téléguidé, c'est manipulé par des puissances d'argent. Mais si on était un seul État, et beaucoup de panafricanistes luttent aujourd'hui pour qu'on quitte cette velléité de petits États, mais aller dans la direction d'avoir un seul interlocuteur en Afrique,
en ayant une seule monnaie, en ayant un seul passeport, en ayant des moyens comme une seule armée, Est-ce compagnie, que cet etc. objectif reste atteignable aujourd'hui quand on sait que sur le continent, on n'arrive pas tous à émettre sur la même longueur d'onde ou encore à regarder tous dans la même direction. Et le continent, les pays africains sont divisés. Peut-être aussi, ça participe de la politique de l'homme blanc, divisé pour mieux régner. Tout à fait. Ça, c'est la politique d'atomisation sociale. Il faut diviser pour mieux régner. Mais écoute, 2 personnes auront compris ça aujourd'hui. Demain, ça sera 5, 10 compagnies. Aujourd'hui, nous sommes rendus compte que bon, il faut arriver au pouvoir pour changer la situation. Or, le système qui a été mis en place, peu importe la tendance de la personne qui arrive au pouvoir, tant que ce système reste en vigueur, personne ne va changer le pays. Parce que la religion est restée la même, le système éducatif est resté le même, le système politique et la démocratie, la fameuse démocratie est restée le même, le système sanitaire, le système économique, le système social, tout est importé, y compris les partis politiques. Et nous avons des universités qui ne servent pas de laboratoire pour nous libérer. L'éducation, elle est libératrice. Or, aujourd'hui, l'éducation joue le rôle de la domestication. Ça veut dire nous enchaîner dans une sorte de désintégration, désarticulation, pour que finalement, nous ne soyons pas ensemble. Oui. Donc, vous prenez quel modèle? Est-ce que votre modèle, c'est les États-Unis, la Chine ou la Russie? Non, ce ne sont pas des modèles. Non, ce ne sont pas des uniques par modèles. rapport à ce que nous devons faire à l'interne. Moi, je dis, mais par rapport à la avons, pensée, nous à la avons, vision. La Russie, c'est 17 millions d'habitants, 17 millions de kilomètres carrés. Mais ils ont leur modèle. C'est la fédération. La fédération de la Russie. La Chine, c'est aussi une mosaïque de provinces, mais avec un regroupement. Les pays de la liberté. Bien entendu. C'est un empire. On appelle un empire du milieu. Ça, c'est leur système. On ne peut pas copier le système chinois pour le mettre. Nous avons notre histoire. Nous avons connu le royaume Luba, Congo. Bien entendu. Voilà. Et donc, nous avons intérêt, naturellement, que nous puissions photographier, n'est-ce pas, le modèle qui était le nôtre, qui a eu moins de dégâts, et arriver à scientifiser ça. Scientifiser, ça veut dire chercher à systématiser un arrangement institutionnel qui permette à notre société de ne pas fonctionner comme souhaiterait la société occidentale, mais qui invente son propre système au regard de son histoire. Et pour cela, il faut des hommes qui en parlent et on espère que vous êtes mieux écoutés. Oui, à tous ceux qui nous regardent et qui aimeraient en savoir plus, vous pouvez nous contacter et nous allons sans beaucoup d'efforts vous mettre en contact avec, je voudrais avec simplement Yamba Yamba. Je voudrais simplement dire en 30 secondes que tant qu'on n'aura pas compris ça, toute solution, elle est parcellaire, court-termiste, ponctuelle. Je dirais même que c'est un leurre d'imagogie. On n'y arrivera pas. Mais tant qu'on n'aura pas commencé, ne serait-ce que des petites réformes au niveau de la religion, au niveau de l'éducation, au niveau de la politique. Si nous importons les partis politiques, si nous importons la société civile, si nous importons les systèmes éducatifs où on bloque les auteurs, compagnie, etc., et si nous importons la religion où on nous dit monothéiste, etc., et ça c'est notre Dieu, non? À ce moment-là, on va rester pleurer. Quand vous parlez du système politique, qu'est-ce que vous avez contre le système politique? Non, mais on a tenté. Tel que calqué sur le modèle occidental. Mais calqué sur le modèle occidental parce que c'est l'Occident. Et qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Mais écoute, le clivage politique. Le régime politique, parce que les partis politiques sont différents entre eux à cause de leurs idéologies. Or, quand vous allez dans une de nos assemblées provinciales ou nationales, vous ne trouvez pas les idéologies. Vous trouvez le clivage des hommes. C'est que ce n'est pas pour nous.
Donc, lorsque vous parlez du modèle importé, vous êtes contre la démocratie. Je suis contre la démocratie, il faut l'abandonner. Il faut rechercher un arrangement institutionnel qui nous permette véritablement de photographier un système que nous devons scientifiser, moderniser, théoriser. Et que nos thèses doctorales, aujourd'hui, rivalisent les thèses occidentales. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de copiologie, de compilation, de mémorisation, dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Il nous faut sortir de l'adolescence retardée, nous assumer comme capables de photographier, de cartographier, de faire la radiologie de notre société. Si vous êtes contre la démocratie, quel est le modèle qui vous semble le mieux adapté à nos réalités que vous proposez? Mais allez au village. Au village, comment vous trouvez? Les gens ont tendance à dire, mais écoute, si on fait comme au village, une seule personne va rester au pouvoir. Mais c'est ça justement notre culture. Notre culture, c'est d'avoir quelqu'un accepté par tous, mais qui est chef du village, et qui n'est pas là pour prendre l'argent, mais qui est au service de tout le monde. Si nous pouvons avoir des hommes comme ça, qui travaillent essentiellement au service de leur population, des hommes qui puissent justement faire le dénominateur commun, l'unité de mesure, mais où est le mal? Le colonel Kadhafi a fait 42 ans au pouvoir. Il a sorti le livre vert, qui était un modèle fondamentalement libyen. Et c'est ça que les Occidentaux n'ont pas accepté. La santé, c'était gratuite. L'école gratuite. L'eau gratuite. L'électricité gratuite, etc. Il a donné l'eau dans un pays désertique. Il faut casquer 30 milliards de dollars. Il voulait traverser jusqu'au niveau de l'Afrique, etc., où on devrait avoir un fonds monétaire international, un fonds monétaire africain, la Banque des investissements en Afrique, etc. Il fallait les tuer. Nous voulons qu'on invente le système. C'est ce modèle-là qui va nous élever et nous connecter. On va faire une discussion, parce que l'idée, c'est que l'Afrique revienne à l'unisson. Et tant que l'Afrique reviendra à l'unisson, à ce moment-là, on va réfléchir de quel modèle, de quel arrangement, de quelle architecture institutionnelle on doit mettre en place. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas sur un plateau de télévision que moi je veux vous dire, voilà le schéma. Mais ça sera une réflexion où il y aura un congrès panafricain, encore qu'à l'intérieur de chaque pays, qu'on ait des panafricanistes, et on va construire dans un premier temps, n'est-ce pas, le Parlement combien qui sont derrière vous? Depuis que vous êtes défenseur de la vision panafricaine, combien qui sont derrière vous? Combien qui adhèrent à ces genres de discours? Beaucoup. Ici au pays comme en Afrique? Beaucoup, mais moi je venais de recevoir le trophée de meilleur panafricaniste homme politique en Afrique centrale. J'ai été parmi les nominés, 8 nominés des hommes politiques panafricanistes, avec Ibrahim Traoré, Soko du Sénégal, avec notre ami du Mali, Tchani du Niger. C'est quelle organisation qui a décerné ces prix? Voilà. Comment? L'organisation qui a décerné ces prix. Award Kamet. Ok. Award Kamet. Donc Kamet, c'est l'Afrique noire. Et donc c'est Award qui a décerné. Allez, bien, merci. Et aujourd'hui, on m'appelle encore pour en recevoir un autre trophée. Et ça sera en Côte d'Ivoire. Comme parmi les hommes politiques. Les trophées pleuvent de partout. C'est que quelque part, le message est accueilli. Maintenant, l'exemple, par exemple, de notre ami Ibrahim Traoré de Burkina Faso, dans un premier temps, il a écouté les conseils. Il dit, mais pour arriver véritablement à avoir nos héritages traditionnels, il faut reconnaître une journée spécifique pour ces héritages, pour ces traditions, ces coutumes. Et c'est comme ça qu'on a reconnu une journée spécifique où on doit commémorer la force des traditions, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Bientôt, c'est le Sahel dans son ensemble. Et pourquoi pas, le président de la République se reconnaît également comme panafricaniste. Nous croyons que dans la classe politique, on va avoir plusieurs hommes et femmes qui pensent que l'Afrique a aussi des valeurs, lesquelles valeurs doivent être valorisées pour que finalement nous puissions affirmer notre autonomie, affirmer notre leadership et construire une dynamique vers le progrès. Et ça, c'est un défi.
ce n'est pas automatique. Malheureusement, la classe politique est encore très loin par rapport à ces préoccupations. Oui, on espère qu'elle va vous emboîter, que vous suivre. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. On va les utiliser à profit pour parler de cette question très cruciale. Les entités décentralisées ou les provinces face à l'instabilité. Question directe. Vous avez été directeur des cabinets au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui est à la base de cet état des choses? Vous savez, le Congo-Kinshasa a connu la première décentralisation, s'il faut le dire ainsi, c'était dans les années 33. Les années 30, début, 33. Puis finalement, pour qu'on puisse se rendre opérationnel avec la Belgique, on est arrivé à 1957 où il y avait élection de premier bourgmestre. C'est là que les gens comme Diomi, les gens comme Kassavubu ont été élus comme bourgmestre en 1957. Finalement, on est arrivé à l'indépendance. La décentralisation comme une vision politique, une technique de gestion n'était pas très opérationnelle. On a avancé. En 1968, il y a eu des petites réformes. En 1982, avec le maréchal Mobutu, sous le leadership du professeur Vunda et Tepemako, il a apporté de grandes réformes. C'est là qu'on a commencé à parler de territoires comme entité territoriale décentralisée, province, avec des assemblées, compagnies, etc. Et le professeur lui-même, lorsqu'il a résumé la dynamique, il a dit il y a eu trop de bois morts. Des bois morts qui n'étaient pas en mesure d'activer véritablement le processus qui était entendu de tout le monde. L'idée derrière, c'était laquelle? Comment? L'idée de la décentralisation. L'idée de la décentralisation, c'est que le Congo est un grand pays, et 2 345 000 km². Et donc, il y a tellement 145 territoires. Alors maintenant, si on doit... La province la plus éloignée de Kinshasa, le siège des institutions, c'est 2000 km. C'est le site Kivu. Et lorsque vous êtes à Bukavu, lorsqu'il faut arriver à Kaziba, à Ngweshe, etc., il faut encore faire 200 km. Voilà. Donc, si il y a quelque chose qui se passe à Ngweshe, un petit pont, on doit attendre la décision du ministre, n'est-ce pas, des infrastructures. On attendra après combien de temps? Raison pour laquelle on a dit, au lieu que Kinshasa reste le seul centre de décision, le seul centre d'impulsion, le seul centre d'initiative, il faut déléguer certaines compétences à certaines entités qui doivent construire leur autonomie, qui doivent avoir des surveillants devant leurs portes et qui doivent avoir leur propre budget, leur propre programme, en attendant que le gouvernement central, dans une répartition des rôles, intervienne, mais ils se sont déjà intervenus. C'est cela. Donc, les entités sont reconnues comme autonomes, avec une personnalité civile, et la personnalité civile donne la possibilité à chaque entité reconnue comme telle de poser les actes de sa volonté, avec son budget, avec son programme. Et aujourd'hui, à l'époque du professeur Vundawe, il y a eu 145 territoires, comme des entités territoriales décentralisées. Mais aujourd'hui où nous parlons, les territoires sont devenus des entités déconcentrées, et vous avez les villes, les communes, les secteurs et les chefferies qui sont des entités territoriales décentralisées. Ils sont 1450. C'est-à-dire que lorsque vous avez 1450 entités, chaque entité est autonome. Chaque entité a un budget. Chaque entité a un programme. Chaque entité est capable de fouiner ces problèmes, de mobiliser des ressources, de résoudre les problèmes de ses concitoyens, d'écouter ses concitoyens. Ça devient intéressant et la décentralisation prend de l'ampleur, de l'ancrage. Voilà pourquoi on a dit, mais dans cette décentralisation, il faut avoir des organes délibérants, c'est-à-dire
l'exécutif et non seulement l'Assemblée provinciale à l'échelle provinciale, mais également au niveau local. Assemblée communale et assemblée des secteurs, dont on appelle ça conseil des secteurs, conseil de chefferie, etc. À ce moment-là, de la même manière au gouvernement central, vous avez le gouvernement de la République, mais vous avez l'Assemblée nationale avec un système de surveillance, etc. Et donc, ça peut se répercuter à différents niveaux. Mais ça, c'est un nouvel arrangement institutionnel. Nous avons connu la dictature. La plupart du personnel politique qui sont opérationnels aujourd'hui ont été entraînés par la dictature moboutiste. Ils n'ont d'expérience que ce que la dictature moboutienne a laissé sur la place publique. Et donc, les nouveaux arrangements institutionnels qui donnent lié à la reconnaissance de la décentralisation dans une constitution, l'article 3 de notre constitution, quelques modifiés à ce jour, etc. Et la plupart n'ont pas connu ce modèle de décentralisation. Et donc, nous avons à la fois un personnel politique qui n'est pas familiarisé avec le nouvel arrangement institutionnel, c'est-à-dire la nouvelle configuration, l'architecture institutionnelle de la décentralisation, mais qui a les habitudes, les attitudes, les comportements d'une dictature où les styles directifs, on donne des injonctions. Je vous ai suivi lorsque vous étiez en train de dire, mais qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de tutelle, etc. Entre-temps, on invite. C'est ça, ça s'appelle la vision verticale de la gestion de la République. On appelle ça top-down. Tu vois, il faut qu'il y ait la tutelle. Or, la décentralisation marche à l'encontre de la tutelle. Parce qu'ici, il y a tutelle. À ce moment-là, ça remet en question cette autonomie. Mais on met en place un système de surveillance mutuelle. On peut se regarder et se faire des remarques, pourquoi pas. Mais pas pour se neutraliser. Tout ça, c'est au niveau de la province. C'est au niveau de la province. C'est au niveau de la province. Mutandis même pour le président de la République, parce qu'à un moment donné, le président n'avait rien à faire avec les provinces. Et il y a eu trop de bagarres. Par exemple, à l'Équateur, à l'époque, l'Assemblée ne s'entendait pas avec les gouverneurs, compagnie, etc. Mais qui pouvait faire l'arbitrage? Raison pour laquelle il a été modifié en 2011, où on a mis la disposition qu'à cas de persistance, de conflit entre l'Assemblée, c'est à ce moment-là que le président intervient. Mais encore qu'il faut mesurer à quel niveau on peut parler de la persistance. Si cela met en péril c'est pas les efforts de développement de la province. Donc le ministre de l'Intérieur n'est pas l'autorité ou le chef hiérarchique du gouverneur de province. Non, actuellement, il n'y a pas de tutelle. Il n'y a pas de tutelle, mais sachez que c'est le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières qui s'occupe de la sécurité, qui est une compétence également partagée avec la province. En tant que tel, lorsque il y a des actes qui peuvent véritablement susciter l'insécurité à province, il a un droit de regard par rapport à ça. Mais nous avons deux pouvoirs. Au sujet de l'affaire, par exemple, nous avons deux pouvoirs. Jack Kaboula, qui a été rappelé par le vice-ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, et il est toujours bloqué jusqu'à ce jour à Kinshasa. Est-ce que le fait qu'on lui reproche son ordre sécuritaire pour qu'il soit aussi longtemps retenu? Je m'excuse beaucoup. Je ne veux vraiment pas parler des individus ici. Donc ça relève de la compétence des autorités. Moi, je pose le principe, pour avoir travaillé pendant plus de 30 ans comme expert international sur cette question et préparé toute une thèse par rapport à cette problématique, je me dis, je donne des idées, mais je ne veux vraiment pas, je ne connais pas très bien comment le gouverneur Kaboula a été interpellé, mais il semble qu'après... Vous ne maîtrisez pas le contour du dossier. Après un meeting, etc., et c'est qu'il y a des liens directement avec la sécurité, encore que cela soit prouvé qu'effectivement, il y a des liens avec la sécurité, et cela ne relève pas, de mes compétences pour me prononcer pour ou contre, parce que je ne connais pas bien les dossiers. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a fait échouer ces processus?
Qu'est-ce qui est à la base de crises persistantes au niveau des assemblées ou de provinces? Mais actuellement, il y a un problème, GDO. Nous avons... il faut dire qu'il y a un problème réel au niveau des moyens d'opérationnalisation de la décentralisation. Il y a une répartition, il y a une nomenclature des taxes. Il y a des taxes qui sont prévues, taxes, les impôts, les redevances, qui relèvent de la compétence du gouvernement central. Il y a aussi des taxes qui relèvent de la compétence du gouvernement provincial. Parce qu'il y a deux pouvoirs politiques. Il y a le pouvoir central et le pouvoir provincial, qui sont deux pouvoirs concomitants. C'est très important. Mais le gouverneur de province représente le président de la République. Il représente tous les ministres dans les différents secteurs. C'est-à-dire qu'aucun ministre ne peut prétendre faire quoi que ce soit sans passer par le gouverneur, parce que c'est lui qui est censé le représenter. Même si, de temps en temps, les gouverneurs se plaignent, voilà, il y a tel ou tel ministre qui est sur le terrain, il veut s'occuper véritablement des dossiers lui-même, au lieu de passer par le gouverneur. Il n'y a même pas mutualisation des projets avec le grand programme provincial de compagnie, etc. Ça, ce sont des douleurs d'enfantement qui nécessitent une certaine d'animation. Et c'est ça justement le travail des partenaires techniques et financiers. Le gouverneur, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, compagnie, etc., qui doivent identifier toutes ces failles et organiser des actions de renforcement des capacités, n'est-ce pas, des instances subalternes par rapport à ça. Ça, c'est une question d'animation. Selon vous, qu'est-ce qui doit concrètement être fait? Quelles solutions vous préconisez pour éviter l'implosion à l'avenir de nos provinces? Est-ce que ce mode de fonctionnement de nos provinces doit-il être maintenu ou changé? D'abord, j'ai deux réponses. La première, comme panafricaniste. Ok, allez-y. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé sur cette question comme le général Denis Kaloumé. Le général Denis Kaloumé, lorsqu'il était vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation, avait fait un travail exceptionnel. Il a mis en place des structures techniques d'appui à la décentralisation, mais il a aussi également fait des projections par rapport à la mise en œuvre de la décentralisation. Tout compte fait, dans les projections du général Kaloumé, si l'on veut véritablement rendre opérationnelle la décentralisation, il faut avoir 11 000 députés, c'est-à-dire députés nationaux, jusqu'au niveau des conseillers, au niveau de la chefferie. 11 000. Il dit, pour les ministres, des ministres du gouvernement central jusqu'aux ministres qu'on appelle les échevins, au niveau de secteur, au chefferie, il en faut 3 000 et quelques. Les exécutifs, titulaires et adjoints, il en faut 1 000 et quelques. Et donc, vous avez là une bourgeoisie politique incroyable. Il nécessite beaucoup de moyens. Je disais que dans une étude que nous avons faite en 2009, il a été démontré que beaucoup d'entités territoriales décentralisées n'avaient pas de revenus. La plupart entendaient que Kinshasa puisse envoyer quelque chose. Et pourtant, l'article 175 parlait de la retenue à la source. Cela n'a jamais été d'application. Ça continue de manière impropre à être appliqué par Kinshasa. Et donc, la capacité de mobilisation des ressources internes fait encore défaut. Encore que lorsque vous arrivez à province, les députés ont difficile de savoir très concrètement combien d'argent s'est mobilisé au niveau provincial. Ils posent toujours des questions sur l'argent envoyé par le gouvernement central. Mais parce que le gouvernement central envoie des moyens qui ne correspondent pas aux besoins réels
Au défi que connaissent les provinces, les entités territoriales décentralisées. À ce moment-là, la province qui aurait pu réserver une rubrique essentiellement pour les paiements des députés, les moyens mobilisés localement sont insuffisants, profite véritablement des rétrocessions, qui du reste est un concept impropre, pour payer les députés. Mais payer les députés à quelle proportion? C'est comme ça que beaucoup de députés se rebellent. Lorsqu'on voit le gouverneur avec des sirènes, des cortèges, compagnie, la tendance générale, c'est qu'il vit bien. Et c'est eux qui ont fait de lui roi. Et ça crée la jalousie, ça crée la haine, etc. Dans beaucoup de provinces où il y a des ressources provinciales, si le gouverneur sait encadrer les députés, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de confrontation. Là-bas, il n'y a pas grand-chose, hein? Il n'y a pas trop de conflits. Au Katanga, ce n'est pas les gouverneurs qui s'opposent avec les députés, etc. Et donc, dans ces endroits-là, il y a une sorte de sécurité avec les ressources mobilisées localement. Mais dans des provinces où les moyens sont limités, je prends par exemple le Sankourou, où il n'y a pas plusieurs sources de revenus, des provinces comme la Mongala, les provinces comme la Chouapa compagnie, etc., toutes ces nouvelles provinces, etc., ont difficile à entretenir les députés. Et comme l'idée d'être député, c'est un honorable, et si au niveau national, on donne des voitures, pourquoi pas, à différents échelons, qu'on puisse véritablement donner des voitures. Et ça crée un état d'esprit où on est député, on est ministre, on croit que c'est l'occasion de s'enrichir. Et cela crée véritablement des incompréhensions qui déstabilisent naturellement les institutions. J'étais déjà sur ces sujets de la vie dans nos provinces et aussi le camp Bizibou et Augustin Kabouya ont finalement fumé les calumet de la paix. Que faire pour consolider cette unité afin de ratisser large lors des élections de 2028? En quelques minutes, 2 minutes 30 secondes. Non, je voudrais saluer tous les protagonistes, que ce soit les camps de Augustin Kabouya, les camps de Déo Bizibou. Il faut signer les calumet de la paix, il faut la paix des braves, pour que finalement on puisse remettre l'UDPS dans son assiette de leader d'un parti politique qui s'est battu sans moyens, qui visiblement aujourd'hui se retrouve au pouvoir. Parce que croyez-moi, mon cher ami, l'organisation politique dans notre pays, il faut un parti politique. Alors, mais si le parti politique n'est pas organisé, c'est vraiment dommage. Donc, il faut s'entendre à la disparition. Travaillons comme on a vu nos frères de l'ANC qui gardent encore le pouvoir avec un système d'organisation. Mais s'il n'y a pas une organisation, s'il n'y a pas le respect des normes, s'il y a crise qui s'éclate, c'est que il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte par les dispositions statutaires. C'est possible aussi de faire comme l'ANC ou le MPLA ou en Angola? C'est possible, pourquoi pas. Mais encore qu'il faut avoir les normes, il faut rétrécir le décalage qu'il y a entre la situation d'aujourd'hui et les dispositions statutaires qui ont été conçues pendant qu'on était à l'opposition. Et ça nécessite naturellement qu'il y ait un congrès de refondation, encore que dans les choix des hommes et des femmes qui doivent véritablement participer, il faudrait quand même que le choix se fasse en fonction d'un profil, en fonction des responsabilités. C'est d'ici décembre déjà le congrès. Tout à fait. Je pense qu'on doit mettre en place une commission qui doit travailler dans cette perspective. Je crois que ça sera l'occasion où les normes seront de mise. Les normes seront de mise parce que la plupart des gens aujourd'hui ont tendance à dire mais on est là, on ne fait rien, etc., etc. Et voilà. Donc maintenant,
il y a des choses qui ont été condamnées, par exemple, par rapport aux autorités du parti, mais qui, visiblement, a été une difficulté technique. On veut, par exemple, pour un poste, les postes ministériels de participation au gouvernement, 7. Mais on demande à tout le monde de postuler. Et vous vous retrouvez avec 2000, 3000 candidats. Pour quel poste? Voilà. Et il y a une commission qui est mise en place dans ce sens et dont la plupart sont des candidats ministres. Donc on devient juge et parti. Ça, c'est pas normal. Il va falloir que, dans un premier temps, lorsqu'on veut mettre en place une commission, qu'on sache quels sont les postes qui sont destinés au parti, quels sont ces postes-là, quel est le profil requis ou exigé par rapport à chaque poste, et quels sont les candidats qui peuvent postuler, parce qu'on ne peut pas donner la possibilité à tout le monde. Et il faut quand même qu'il y ait une sorte de sélection. Merci parce beaucoup. que la qualité passe par la sélection. Il me semble que si ces choses-là sont prises en considération, je pense qu'il y aura moins de frustration et tout le monde, à l'unisson, devra travailler pour que finalement le pays, le parti puisse travailler dans une perspective long-termiste. En attendant que la date du congrès soit fixée, pour l'instant, il n'y a pas encore de gens qui ont déjà exprimé ouvertement leurs ambitions de prétendre à un poste ou de compétir. Non, on attend, il faut dégonfler les tensions. Dégonfler ouais. Et après dégonflement, le moment viendra. Où les gens vont exprimer leurs ambitions. Oui. Allez, merci beaucoup. Norbert Yamba d'être passé, c'était moins tendu aujourd'hui. Contrairement à d'autres fois. On était dans la réflexion silencieuse mais très pertinente. Merci. Merci bien d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous tous qui nous avez regardés. Le prochain rendez-vous vient tout à l'heure sur votre chaîne. Restez-nous fidèles.